Bonjour à tous, bienvenue, c'est Guillaume de Goulet, l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui, chaque vendredi, parle basket. Aujourd'hui, au menu, ni NBA, ni Jeep Elite, mais de l'équipe de France, du bleu saignant ou à point. C'est selon, grâce à la Fédération internationale, la FIBA, qui a ouvert les fenêtres internationales il y a un an. Ce vendredi, l'équipe de France, déjà virtuellement qualifiée pour la Coupe du Monde en Chine l'an prochain, affronte donc la République tchèque chez elle avant de recevoir la Bulgarie à Limoges lundi. Ces qualifications, habilement placées dans le calendrier, cassent la saison des clubs pour assurer la promotion des équipes nationales. Enfin, il paraît. Car entre les franchises NBA et les gros clubs européens d'Euroleague ou d'Eurocoupe qui ne libèrent pas leurs joueurs, on a parfois droit à des ersatz de sélection. Même pas des équipes A, B ou C, on peut même parfois aller jusqu'à la lettre F, à en croire Tony Parker qui lui fut longtemps la vitrine des Bleus. Une manière de dire que ces fenêtres, boudées et décriées lors de leur mise en œuvre, sur fond de guerre pour le contrôle du basket européen entre Euroleague et FIBA, ressemble plutôt aujourd'hui à des vasistas. Pour trancher ce débat passionnant, vasistas ou fenêtres, qui agite toujours la planète basket, et m'accompagner pendant une grosse demi-heure, j'ai réuni un trio de spécialistes de la question avec Liliane Trévisan. Bonjour Liliane. Bonjour à tous. Alors je précise, je ne suis pas carnivore, mais j'adore le bleu. Yann Onona, salut Yann. Salut Guillaume, salut à tous. Et Arnaud Lecomte qui a eu le privilège rare de voyager avec les Bleus et qui se trouve actuellement à Pardubice. Salut Arnaud. Salut, bonjour tout le monde. Voilà, vous savez tout, ou presque, alors on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Pardubice en Tchéquie, son château gothique, son pain d'épices réputé, son grand steeplechase et ses passionnés de sport, surtout de hockey, qui vont d'ailleurs avoir le bonheur d'assister à un beau match de basket international entre leur sélection, déjà qualifiée pour la Coupe du Monde, et la France, donc ce vendredi soir, sous tes yeux Arnaud. Franchement, c'est plutôt sympa ça, non ? Ah, c'est plutôt sympa, oui, parce qu'il paraît que l'ambiance est plutôt rigolote. Les Tchèques ont gagné leurs 4 matchs jusqu'ici à la maison, dans cette même salle à Pardubice, la salle du légendaire gardien de hockey Dominik Hasek. Voilà, donc la culture ici, c'est plutôt du hockey, mais manifestement, ils y ont installé une petite culture basket depuis l'instauration de ces fenêtres ou vasistas. Du côté tchèque, on s'en réjouit puisqu'on s'est déjà qualifié pour la Coupe du Monde, ce qui pour ce pays, un immense pays de basket, c'est un bel accomplissement, on dira. Donc on peut supposer en effet que l'ambiance sera plutôt sympa demain soir pour ce Tchèque-France. Arnaud, Lily, Yann, si on se replonge un petit peu dans l'histoire, dans la naissance, la renaissance de cette fenêtre internationale, voulue donc par la FIBA, comme je disais en préambule, aujourd'hui, avec un petit peu de recul, est-ce que c'est une réussite ou est-ce que c'est, selon vous, un échec ? Qui est-ce qui se lance ? Liliane, elle lève le doigt, vas-y Lily. Oui, d'abord parce que je veux en profiter pour mettre un tacle au rugby. Voilà, alors il faut savoir que ces fenêtres internationales FIBA mettent en compétition 80 pays et donc ça permet de constater que oui, le basketball est un vrai sport universel. C'est un sport qui est joué partout dans le monde. On a 80 pays en course dans ces fenêtres FIBA. C'est énorme. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a du monde dans les salles et dans des endroits improbables. Alors j'ai noté quelques moyennes de spectateurs assez faramineuses. Vous vous en souviendrez parce qu'il y avait une énorme bagarre générale. Il y a eu aux Philippines un Philippines-Australie joué devant 23 500 personnes. Bon, ça a dégénéré, mais il y avait 23 500 personnes pour un match de basket. Un Nouvelle-Zélande-Chine, c'est 7 838 spectateurs. Un Jordanie contre l'Inde, ça vous parle ça, dans la Amsla Arena, c'est 5 000 personnes. Et à Helsinki, évidemment, contre l'Islande, la Finlande a fait le plein avec 12 183 personnes. Et vous avez encore des destinations plus exotiques. La République dominicaine qui joue contre les Bahamas. Oui, il y a du basket aux Bahamas. 8 000 personnes pour voir un match de basket. 9 000 à Porto Rico pour un match contre le Mexique. Je veux dire, voilà, ça a l'air très exotique, mais en fait, ça montre quand même, que le basket est un vrai sport mondial, et deux, que ces fenêtres attirent du monde. On arrive à remplir des salles, et ça permet aussi, effectivement, de manière assez contestée, puisque ça entre en collision dans le cadre de la guerre Euroleague-FIBA avec le calendrier de l'Euroleague, ça permet aussi, et c'était un petit peu une des volontés de la FIBA, indépendamment de la volonté politique de se positionner sur cet échelon international du basket, ça permet aussi d'exposer les sélections nationales dans des villes ou des endroits où forcément on n'aurait peut-être pas eu la chance de les voir avant.
Alors, je vais poser une question volontairement provocatrice. L'équipe de France, qu'Arnaud va avoir le bonheur de suivre là, pendant 3-4 jours entre Pardubice et Limoges, c'est vraiment l'équipe de France quand on regarde la composition? Parce que je vois pas de star NBA, je vois pas de star d'Euroleague, je vois pas de joueurs d'Eurocoupe. Bref, je vois pas les internationaux français que je connais. Le grand public, en regardant la liste des sélections, même s'ils sont de très bons joueurs de basket, on sait que le réservoir français est très profond et de qualité, mais on a envie de voir les meilleurs quand on voit l'équipe de France, non? C'est la définition même de la sélection nationale. Oui, je confirme. Donc c'est ce qu'a voulu dire Tony Parker quand il disait qu'on voyait l'équipe de France F. C'est ça qu'il a dit? C'était la lettre F qu'il a utilisée, oui. D'accord. F donc, comme France. Oui, c'est ça. Ça devait être ça qu'il voulait dire. C'est la première fois depuis de très nombreuses années que la Fédération française a parfois du mal à complètement remplir ses salles quand l'équipe de France joue sur le territoire. Donc il y a évidemment un problème de visibilité et puis un problème de casting. Et donc, il faut revenir à la source de tout ça pour comprendre. Pour comprendre, à l'origine, il y a une discussion entre la FIBA et la NBA, une dispute parce que les équipes nationales sont sollicitées tous les étés. Donc, la NBA râle. La NBA veut que ces joueurs soient un peu dispensés de ces étés à rallonge, de ces saisons à rallonge après ses propres calendriers fous aux États-Unis. Et donc, finalement, les instances se mettent d'accord pour essayer d'imiter le football, alors que le basket n'est pas le football, pour créer ce nouveau calendrier. Donc, résultat, il y a un championnat d'Europe qui a disparu. Au lieu d'être joué tous les 2 ans, il est joué tous les 4 ans, maintenant, désormais. Et on a une compétition, la Coupe du Monde, qui est mise en avant pour être qualificative pour les Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ces fenêtres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pendant la saison, on ne peut pas avoir nos stars parce que l'NBA ne libère pas ses stars. Et l'Euroleague, qui est en guerre avec la FIBA, comme conséquence, ne libère pas ses stars non plus. Alors, on a bien compris le contexte, on a bien compris à la fois les avantages présentés par Lily, les inconvénients soulevés par Yann. Arnaud, tu les as suivis particulièrement durant toute cette campagne de qualification. L'équipe de France, elles ont vraiment un sens, ces qualifications? On a l'impression que l'équipe de France est déjà qualifiée depuis un bon moment. Là, on est dans le 2e tour. Il y a déjà eu, on le rappelle, l'an dernier, un 1er tour. Ils enchaînent les victoires. Ils en ont perdu un match. Ça a vraiment un sens sportivement sur le terrain, ce que tu vois, tout simplement? Ça a forcément peu de sens pour des équipes comme la France, comme l'Espagne, comme les grosses nations qui possèdent des joueurs d'Euroleague et des joueurs de NBA, puisque ces joueurs-là ne sont pas disponibles ou l'ont été seulement juste sur les fenêtres la fenêtre de fin juin, début juillet. Elles vont toutes grosso modo se qualifier, hormis la Slovénie, par exemple. La Slovénie qui est championne d'Europe en titre. C'était en 2017, c'est pas si vieux, ça, c'est un peu plus d'1 an maintenant. Et la Slovénie qui dispose d'un réservoir de joueurs bien moins fourni que les grosses nations comme la France ou l'Espagne ou la Lituanie, bien la Slovénie est actuellement dans très grosses difficultés, a très peu de chances de se qualifier directement pour le mondial, et d'ailleurs même indirectement, parce qu'il n'y aura pas de repêchage. Résultat, le champion d'Europe sera certainement pas l'an prochain à la Coupe du Monde, et c'est évidemment un non-sens complet. Alors ça, c'est l'exception, parce que dans l'ensemble, les grosses nations ont plutôt répondu présent, ont réussi à trouver des ressources pour compenser les absences de leurs stars, de leurs meilleurs joueurs, et c'est peut-être ce sens-là qu'essaye justement de trouver un peu Vincent Collet, l'entraîneur de l'équipe de France, à savoir une large revue d'effectifs qui permet de piocher très loin dans le réservoir des joueurs français. Ce week-end, à travers les 2 matchs contre la République tchèque et Limoges, et la Bulgarie, à Limoges lundi soir, eh bien Vincent Collet aura utilisé en 1 an environ 27-28 joueurs, ce qui lui permet de se dire aujourd'hui, à la Coupe du Monde, je vais pouvoir choisir, faire mes emplettes à travers beaucoup de produits différents et faire la meilleure recette pour suivre sur la métaphore, la meilleure recette possible pour être très performant à la Coupe du Monde. Et c'est ce qu'il disait un peu ce matin à travers une interview où il laissait entendre en effet que le groupe qui jouera la Coupe du Monde très certainement l'année prochaine, en septembre 2019, sera composé, grosso modo, ce sera pas une équipe All-Star, ce sera une équipe de 8-9 joueurs stars, on va dire, et de 3 joueurs, peut-être 4, qui se seront probablement, pour certains, révélés pendant ces fenêtres de qualification. Et c'est en ce sens-là qu'ils trouvent un peu de sens, en effet, à ces fenêtres. Est-ce que c'est pas fondamentalement injuste qu'une équipe qui a fait une campagne de qualification longue, même si elle est entrecoupée,
ne puisse pas, dans sa majorité, dans sa grande partie, disputer la compétition pour laquelle elle s'est battue et qu'elle a fait l'effort tout au long de la saison. Est-ce que c'est pas un peu facile quand t'es une star de NBA d'arriver à dire bon bah moi les qualifs j'ai dû faire une apparition ou deux et la Coupe du Monde je la dispute et je disputerai les Jeux. Sauf que les 2 matchs gagnés grâce à la venue aussi des joueurs NBA fin juin, début juillet en Russie notamment seront au final des matchs cruciaux dans la qualification. Donc ces joueurs-là, les joueurs NBA, auront de toute façon pris une part, peut-être moins importante que d'autres, c'est vrai, mais auront quand même pris leur part. Donc on peut pas dire qu'ils prennent vraiment la place des joueurs qui auront pour beaucoup combattu effectivement dans des conditions plus compliquées avec moins de stars autour. Et en plus, on n'est pas dans, pardon Arnaud de te couper, mais on n'est pas dans le contexte où les joueurs déclinent une sélection forcément, même si en septembre, il y en a qui s'étaient mis d'accord avec la fédération en cas de match gagné en juillet. Là, les joueurs ne peuvent simplement pas venir, ils sont un peu otages de la situation, c'est eux-mêmes qui emploient ce terme, ainsi que énormément des coachs, des plus grands coachs référencés en Europe et dans le monde, qui depuis un an s'insurgent contre cette nouvelle formule, notamment Ettore Messina, qu'on avait rencontré lorsqu'il était venu à Montpellier l'année dernière et qui avait poussé un énorme coup de gueule parce qu'il était sélectionneur de l'Italie et il a été obligé, en tant qu'assistant des Spurs, d'abandonner la sélection à cause de ces fenêtres. C'est la victoire totale de la NBA sur la FIBA, pour le dire autrement. C'est une victoire, oui, certainement, mais je pense que c'est surtout aussi un peu une défaite pour la FIBA quand même, parce que elle pensait être capable d'imposer ses vues à la NBA, probablement pas, mais à l'Euroleague davantage. Et au final, elle aura quand même été, pour le coup, surpassée par l'Euroleague, qui de toute façon n'a pas cédé et manifestement ne cédera pas, même en février pour la dernière fenêtre. Donc on peut penser qu'aujourd'hui, l'Euroleague a un peu gagné cette guerre-là. Est-ce une victoire totale ? Est-ce qu'au final, dans quelques années, on se dira pas tout le monde a perdu parce que, en effet, la visibilité des équipes nationales, notamment de l'équipe de France, de l'équipe d'Espagne, etc., a été un petit peu a été perturbée, voire même plus que perturbée pendant cette période. Bon, on saura peut-être dans quelques années. Aujourd'hui, en effet, je pense quand même que l'Euroleague a gagné cette petite guerre-là. Moi, je pense que le basket aussi perd beaucoup de visibilité. On ne va pas s'en apercevoir tout de suite parce que là, on est dans le cercle vertueux, entre guillemets, où on va avoir la Coupe du Monde qui va être la première du nouveau genre, suivie l'année suivante des JO. Mais en fait, maintenant, dans chaque cycle de 4 ans, on aura ces 2 compétitions majeures qui vont se suivre. Et derrière, on aura un trou de 2 ans, parce qu'il y aura un été sans compétition et un été avec le championnat d'Europe. Ça reste à prouver, mais qui, je pense, c'est mon avis, sera dévalué. Je pense que les plus grandes stars ne viendront plus ou plus autant se battre pour un titre européen. Est-ce que ça veut dire, dans ce cadre-là, que ça peut être la chance pour des jeunes joueurs ? Alors, on va parler notamment des jeunes joueurs français, c'est d'abord eux qui nous intéressent. Ça peut être une chance pour d'arriver en équipe de France, de se montrer, d'apprendre plus vite et de construire une carrière un petit peu différemment. Là, je pense notamment à Malédon, qui fait beaucoup on en a déjà parlé lors d'un précédent podcast, qui fait beaucoup de belles choses avec Villeurbanne et qui aurait pu intégrer là le groupe de l'équipe de France, en tout cas qui est aux portes, qui deviendrait l'un des internationaux les plus jeunes de l'histoire à porter le maillot bleu. Il bénéficie de ça aussi, ça peut lui, en quelque sorte, lui sourire, lui servir à lui comme à d'autres, bien entendu. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on se retrouve devant une situation, les joueurs, les staffs, les sélections nationales qu'ils n'ont pas choisi, donc ils sont obligés de s'adapter. Il n'y a pas le choix, il faut s'adapter, il faut faire avec les moyens du bord, il faut trouver des ressources. Et c'est vrai que c'est ce que disait notamment le sélectionneur turc, Thanasis Kurtopoulos. Il disait le seul avantage qu'on peut voir à ces fenêtres, c'est que quand on prépare un Euro avec ses meilleurs joueurs, on a une préparation très courte, on n'a pas le temps de faire la revue d'effectifs du réservoir de joueurs potentiels qu'on peut avoir. On a un œil sur celui-là, mais on n'a pas le temps de les voir travailler. Il dit l'avantage de ces fenêtres-là, c'est que du coup, il fait comme Vincent Collet, il appelle des joueurs qu'il n'aurait peut-être pas appelés autrement. Et il a dit lui-même, voilà, ça nous permet d'avoir une deuxième ligne prête à aller au combat un petit peu plus tard. Alors évidemment, ce sont des joueurs qui sont souvent de moindre qualité. Je me souviens avoir eu une conversation super touchante avec Paul Lacombe avant même le premier match de fenêtre internationale où il savait qu'il allait intégrer l'équipe de France, où je lui ai dit oui mais bon ça peut être un one shot, ça veut pas dire que tu vas aller faire la Coupe du Monde, ça veut pas dire que, et il m'a dit mais vous parlez comme des journalistes, vous vous rendez pas compte ce que c'est que de porter le maillot de l'équipe de France, même si c'est pour 1 fois, 2 fois, 10 fois, même si je sais qu'il y a des gens bien meilleurs que moi au-dessus de moi qui peut-être quand le moment sera venu vont me prendre ma place, et il me dit mais moi je ne demande que ça, jouer ma place en équipe de France,
défense, avoir des armes pour lutter, etc. Bon, alors lui, c'est déjà un joueur quand même plus ou moins confirmé, même s'il est en pleine progression actuellement. Et c'est vrai que bon, là, par exemple, avant de partir en République tchèque, Vincent Collet a invité Jean-Marc Pansat et Théo Malédon à partager les quelques entraînements que l'équipe de France a disputés à Nanterre pour les voir, effectivement. C'est une situation qu'il n'aurait peut-être pas pu avoir l'opportunité de jauger sans ces fenêtres FIBA. Maintenant, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'on dit c'est une sélection F, c'est des matchs de catégorie F, etc. Si c'était si facile que ça, mais pourquoi ne pas emmener Malédon et Pansat ? Enfin, je veux dire, si c'était une promenade de santé et qu'il n'y avait pas de match à jouer et que c'est effectivement un niveau indigne, voilà, c'est le moment de lancer des jeunes. Bon, voilà, après ça, c'est un choix, effectivement, que Vincent Collet a fait en toute âme et conscience. Mais oui, ça permet d'avoir une revue d'effectifs. Ça permet de donner des ambitions à des joueurs qui ne les auraient peut-être pas eues et qui du coup n'auraient pas fait de l'équipe de France un moteur de leur progression. Et donc ils n'auraient pas eu leur chance, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et donc ça permet peut-être à certains joueurs d'envisager aussi leur carrière différemment. Et ça, oui, effectivement, encore une fois, c'est par défaut, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut s'adapter, il faut trouver du positif, il faut faire ressortir du positif de cette situation. Même comme s'il le disait Arnaud, la FIBA est quand même un petit peu piteuse par rapport à la NBA et surtout par rapport à l'Euroleague qui lui fait zéro cadeau. Voilà, donc le positif, il est là, oui, il est là. Il est que ça permet une très très large revue d'effectifs et ça, c'est bon pour le staff et c'est très bien aussi pour une catégorie de joueurs qui, comme le dit Yann tout à l'heure, n'auraient peut-être même jamais eu leur chance de porter le maillot de l'équipe de France. Et Paul Lacombe, pour compléter, fait partie des favoris parmi ceux qui sont arrivés pendant ces fenêtres et qui pourraient décrocher un billet pour la Coupe du Monde. Arnaud, quelle est l'ambiance dans cette équipe de France-là, dans cette équipe F je fais de la provocation volontairement pour reprendre l'expression de Parker, qui était peut-être un petit peu exagérée. C'est quoi ? On se sent vraiment en équipe de France ou il y a un côté un petit peu léger, on se prend pas au sérieux, on sait qu'on est là aussi au gré des circonstances et les joueurs essaient de profiter du moment présent et de la bonne ambiance. Ouais, je crois que c'est ça. Je pense que les joueurs ont bien conscience que leur sélection est aussi due pour la plupart à effectivement un nombre de défections très important des meilleurs Français. Je crois qu'ils sont pas dupes. En tout cas, je l'imagine pour quasiment tous. Vincent Collet me disait qu'effectivement, il avait trouvé ces 3 jours d'entraînement à Nanterre. Ce sont ces termes très rafraîchissants parce qu'il avait avec lui des joueurs probablement extrêmement enthousiastes à l'idée de travailler une semaine en dehors de leur cadre habituel, de côtoyer des joueurs pour la plupart de la même génération, de retrouver des sensations que certains, même la plupart, ont connues en sélection de jeunes. Et je crois qu'effectivement, le staff des Bleus finalement essaye de retirer tout le positif de cette situation à travers, en effet, un enthousiasme, un état d'esprit. Effectivement, Vincent Collet résume un peu toute cette année de fenêtre, cette année de qualification avec des équipes différentes d'un mois ou de 3 mois à l'autre, comme étant quelque chose qui lui a permis de remettre un état d'esprit en place en équipe de France, probablement après l'échec et la déception de l'Euro 2017. Avait-on besoin en sélection après tous les changements qu'il y a pu y avoir, le départ de Tony Parker, la retraite de Tony Parker après les Jeux de Rio, celle de Florent Pietrus, 2 énormes piliers de la sélection. Maintenant, la retraite de Boris Dio, peut-être, probablement même, avait-on besoin de retrouver une forme de fraîcheur, de remise à plat, de repartir à zéro. Et ces fenêtres ont finalement servi, c'est ce que dit Vincent Collet, encore une fois, ces fenêtres ont peut-être permis justement de faire un reset, comme on fait un reset d'un ordinateur, et de faire un reset de l'équipe de France. Voilà. Oui, et quelque part, Arnaud, pour compléter, en fait, je pense que indirectement, ça met un peu la pression à tous ces joueurs qui, même s'ils viennent de NBA ou d'Euroleague, qui l'année dernière ont échoué à l'Euro en perdant en 8e de finale, surtout en montrant un énorme dilettantisme en défense notamment, et en espérant gagner uniquement sur le talent individuel et en semblant croire que tout allait se faire tout seul. Là, on voit effectivement des joueurs moins cotés qui montrent un état d'esprit différent, qui a réussi à se sortir de mauvais pas, même si c'était en Belgique ou contre des nations censément inférieures, et qui montrent des plus grandes qualités collectives, ou en défense en tout cas, et l'état d'esprit dont tu parlais. Et on peut espérer que
que ça crée quelque chose, que ça cimente quelque chose et que ça force les futurs revenants de NBA ou d'Euroleague à se plier à ce nouvel état d'esprit. D'ailleurs, au mois de juin, je pense qu'on l'a ressenti, notamment dans le match en Russie. Mais est-ce qu'en l'absence des meilleurs joueurs, on peut, je pense notamment au staff, on peut travailler un état d'esprit, des systèmes de jeu avec des joueurs qui, 6 mois plus tard ou pour la prochaine compétition, la prochaine séance, parce que le but de la Coupe du Monde, on sait qu'on la gagnera pas, il y a Team USA qui est intouchable, mais le but c'est de se qualifier pour les Jeux derrière. L'idée c'est quand même de mettre en place des systèmes de jeu clairs, une identité claire. Si vous changez les joueurs, si vous remplacez des soutiers par des stars ou des stars par des soutiers, vous ne pouvez pas fonctionner de la même manière. Comment on fait dans cette configuration-là ? Je crois qu'en fait, comme Yann l'a exprimé tout à l'heure, l'une des identités marquantes de l'équipe de France et l'un des paradigmes incontournables du jeu de Vincent Collet, c'est la défense. Voilà, il faut défendre, il faut être collectif, il faut avoir le sens du sacrifice, il faut avoir le sens de l'aide, etc. Et c'est quelque chose qu'il obtient paradoxalement beaucoup plus facilement des joueurs avec lesquels il fait ses fenêtres. Pour en avoir discuté avec lui, c'est très clair. Il m'a dit c'est des garçons qui sont motivés, qui sont à l'écoute, qui sont disciplinés. Voilà, donc il n'a pas de problème à faire passer ses principes de jeu avec cette génération-là, enfin cette génération, avec ces joueurs-là. Et je ne pense pas qu'il déroge énormément aux principes de jeu qui régissent l'identité de l'équipe de France quand elle joue avec ses stars, etc. Bon, évidemment, offensivement, il n'a pas les mêmes talents, donc il est obligé de composer différemment, mais pour ce qui est de la défense... Le système demeure, les hommes changent, pour résumer. C'est un petit peu ça, je pense que les hommes s'adaptent, et Vincent Collet doit sans doute s'adapter à la marge, évidemment, puisque notamment offensivement, il n'a pas le talent qu'il a quand tous les gros joueurs NBA et d'Euroleague sont là, mais je pense qu'il s'adapte à la marge, mais je pense qu'il peut continuer à travailler avec une cohérence dans l'avancée de son jeu, de ses systèmes, et il le fait avec d'autant plus de plaisir que pour ce qui est d'un domaine comme la défense, où effectivement la volonté, l'envie d'aider, de faire l'aide, de venir presser quand on vous demande de venir presser, ces gens-là, ils l'ont. Et il faut le dire aussi, parce que vous le savez, vous avez été des suiveurs privilégiés de l'équipe de France. Tout n'est pas toujours rose dans la vie du collectif de l'équipe de France. Quand il y a des mecs de NBA, des mecs d'Euroleague, des stars par-ci, des stars par-là, il y a des petites guerres d'ego, il y a des petites frictions d'ego, etc. Et ça n'existe pas dans cette équipe-là. Arnaud, je crois que tu voulais intervenir. Ouais, non, c'est tout à fait juste. Effectivement, je pense que les hommes changent le principe, les systèmes, etc. Ça va pas bouger. Vincent Collet, ces systèmes de jeu, ils sont maintenant accomplis. Et effectivement, il va modifier des petits détails, bien sûr, en fonction des caractéristiques des joueurs qu'il a à sa disposition à l'instant T. Mais dans l'ensemble, effectivement, je pense que c'est pas un souci majeur. Si vous voulez, sur le plan du fond de jeu, si on peut utiliser cette expression, c'est pas un souci majeur que d'avoir à modifier son effectif d'un match à l'autre. De toute façon, dans le précédent contexte de calendrier, d'une année à l'autre, il reprenait peu ou prou les mêmes joueurs, et il reprenait aussi quasiment à zéro d'une année à l'autre les bases du jeu, et à travers justement l'état d'esprit et la défense principalement. Après le jeu d'attaque, de toute façon, c'est tous les ans, on remet ça sur le tapis en fonction des joueurs dont on dispose et des qualités dont on dispose avec ces joueurs. C'est pas du tout comme une équipe de football dont on dirait effectivement elle met en place un fond de jeu. Là, le basket, c'est un petit peu autre chose. Donc je ne pense pas que ce soit un énorme problème pour lui. Au contraire, c'est encore une fois ce qu'il dit ces jours-ci, que en effet la perspective de la Coupe du Monde maintenant l'intéresse d'autant plus qu'il a eu ces 2 années quelque part entre l'Euro 2017 et la Coupe du Monde l'année prochaine. Il aura eu 2 années avec beaucoup de joueurs à sa disposition pour faire un vrai choix sur les postes qui seront les postes pour lui, ce qu'on appelle les role players, à savoir les joueurs de complément, les joueurs qui doivent être complémentaires des stars. C'est un peu ce qu'ils recherchent maintenant, parce que le squelette, on va dire les 8 joueurs majeurs de l'équipe de France à la Coupe du Monde, sauf bien sûr impondérable, on les connaît aujourd'hui. Évidemment que Rudy Gobert, que Thomas Hurtel, que Nando De Colo, Evan Fournier, que Nicolas Batum, mais quelques autres seront du rendez-vous. Reste maintenant, et c'est la leçon qu'il a tirée un petit peu de l'Euro 2017, reste maintenant à compléter ces 7-8 joueurs majeurs par 3-4 joueurs qui auront
la tâche de jouer les hommes de l'ombre et de mettre de l'huile dans les rouages, comme il dit. Et c'est intéressant pour ça de disposer d'une grande palette de joueurs comme il l'a sur ses fenêtres de qualif pour pouvoir faire un choix en espérant le plus performant possible l'été prochain. Donc en résumé, vous êtes tous ravis de ces fenêtres internationales. Si je résume d'un mot. Je sais pas, moi je trouve... Tu découvres Pardubice, donc toi t'es content, oui je comprends bien. Non, nous on est resté à Boulogne. C'est pas la question, le seul problème c'est, à mon avis, que certaines nations ne sont pas parvenues à surmonter ça. Je pense que le seul problème c'est la Slovénie, c'est peut-être la Croatie qui était en difficulté aussi dans son groupe de qualif, peut-être la Russie qui va devoir batailler dur jusqu'au bout pour se qualifier. Il y a quelques nations qui sont vraiment impactés. Et on ne peut pas dire que la France, au final, aujourd'hui, si on fait un bilan, même si c'est pas fini, on ne peut pas dire que la France ait été impactée, en tout cas, du point de vue franco-français. Non, et ce qui pose problème aussi, c'est la visibilité de cette équipe de France. Si on sort du spectre sportif où on s'en est bien sorti, comment elle est perçue, cette équipe de France, par le public ? Comment ils peuvent comprendre déjà, eux qui ne suivent pas la NBA au quotidien parce que c'est la nuit, on leur présente des joueurs dont ils ont en général jamais entendu parler, qui jouent dans un championnat de France qui est hélas peu suivi par le grand public. C'est au mois de novembre. Il y a quelques joueurs qu'on connaît éventuellement au niveau européen, ils sont pas là. Le basket, c'est ça. Ouais. Comment on sort de ça et comment le public perçoit ça aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça signifie, je veux dire, pour la notoriété de l'équipe de France ? La fédération, juste pour rappel, Jean-Pierre Suta avait dit qu'ils estimaient leur manque à gagner chaque année, je crois, à 1,5 million d'euros. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais il parlait de quelque chose comme ça, à cause des campagnes estivales qui n'ont plus lieu pour les matchs amicaux. Donc effectivement, cette année 2018, il n'y aura pas eu de campagne estivale. On n'aura pas vu Rudy Gobert sur le territoire français, par exemple, qui est considéré quasiment comme la star actuelle du basket français à travers ce qu'il fait en NBA. C'est un vrai souci en termes de marketing, en termes de visibilité, on est bien d'accord, sur les années comme 2018, les années creuses où il n'y aura pas de grande compétition suite au réaménagement du calendrier international. Ça, c'est un vrai problème. Après, moi, j'évoquais tout à l'heure l'aspect purement sportif, mais sur le plan marketing, visibilité, oui, c'est probablement un souci pour la fédération. Disons que c'est un peu un paradoxe dans la mesure où la FIBA comptait aussi un peu sur ses fenêtres pour exposer son sport. Et en fait, on se retrouve dans l'effet inverse, dans la spirale un peu plus négative, c'est-à-dire que il n'est pas mieux exposé, il est dispersé, il est ventilé aux quatre coins du globe, mais il n'a pas de visibilité. Donc NBA 1, FIBA 0, comme je disais tout à l'heure. Euroleague 1, FIBA 0. Même si l'équipe de France, on l'a bien compris, a plutôt tiré son épingle du jeu. Arnaud, sportivement, une victoire contre la République tchèque ce vendredi et l'affaire est réglée. Ensuite, les 3 derniers matchs à Limoges, puis lors de la dernière fenêtre en février, ce sera presque des matchs amicaux là pour le coup. Oui, c'est ça. Il faut effectivement finir le travail demain, ce soir ce vendredi soir, à Pardubice. Sachez-le, il y a une combinaison de résultats qui permettrait aussi à l'équipe de France, même sans victoire, de se qualifier. Donc il y a vraiment une chance infinitésimale de ne pas aller à la Coupe du Monde aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, il faut finir le travail avec une équipe composée quasi exclusivement de joueurs de Jeep Elite, plus 3 expatriés seulement. C'est intéressant aussi de voir un petit peu comment ces joueurs dans ce contexte-là vont se comporter. Voilà, et évidemment, je suppose que à Limoges lundi soir pour le retour de l'équipe de France à Limoges après 10 ans d'attente, on peut supposer aussi que une victoire ferait un petit peu monter un peu la sauce autour de l'équipe de France pour une fois, parce que c'est à Limoges, parce qu'il y aura probablement une ambiance assez remarquable, et puis il y aura aussi, il faut le noter, un hommage à Frédéric Fortet un an après sa tragique disparition. Puis ça leur fera une chance à Limoges d'avoir une victoire sur le terrain. Avant de... Tu vas te faire incendie. À défaut d'avoir des All-Stars aussi au prochain All-Star Game. On en parlera lors d'un prochain podcast avant de vous dire à la semaine prochaine dans nos nouveaux locaux, puisque nous allons déménager. C'est le dernier qu'on fait ici à Boulogne-Billancourt dans ce bâtiment. Un petit coup de cœur sur la semaine écoulée ou les quelques jours basket écoulés, s'il y a quelque chose qui vous a marqué, touché, agacé, irrité dans l'actu basket en France et ailleurs.
Oui, en NBA, un petit coup de chapeau à Russell Westbrook, qui est aussi talentueux qu'il peut être insupportable, qui a encore fait un carton contre Cleveland, 23 points, 19 rebonds, 15 passes. C'est la 4e fois de sa carrière qu'il cumule 15 et plus dans 3 unités de jeu, ce qui en fait le 3e joueur historique de NBA à avoir réussi cette performance, derrière Wilt Chamberlain et Oscar Robertson. C'est pas rien. Moi, un vrai coup de cœur. Merci Lily. C'est en NBA également, mais c'est aussi en Europe et c'est aussi en France. C'est Tony Parker, puisqu'il a vécu une journée incroyable. Il rate 2 ou 3 matchs sur blessure. Il revient, il est décisif dans une victoire contre Milwaukee avec Charlotte. Et quelques heures plus tard, il officialise la réintégration de la France en Euroleague et donc de son Asvel, puisqu'il est président de l'Asvel. Donc à partir de la saison prochaine, un club français en Euroleague. Arnaud, ton coup de cœur, c'est quoi? Tes vacances à Pardubice? Non, pas vraiment parce qu'il fait pas très chaud. Mais si vous voulez un coup de cœur, j'en ai pas beaucoup, mais j'avais le même que Yann. Mais si je dois donner un petit coup de klaxon, par contre, c'est peut-être aux entraîneurs et assistants entraîneurs de Chalon-sur-Saône et de Pau-la-Cortèze qui le week-end dernier ont donné une bien mauvaise image de la Jeep Elite et du championnat de France avec cette altercation, on va dire, ce début de match de catch, de combat de catch sur le terrain de Pau à la suite juste après le buzzer final. On a vu Jean-Denis Choulet et Jimmy Vérov en venir brièvement mais vivement aux mains. Et voilà, donc un petit coup de klaxon. On parle de la Jeep Elite, on a parlé de la Jeep Elite le week-end dernier, mais pas franchement dans le sens que souhaiteraient ces supporters ou ces instances. Très bien, c'est noté. Merci Arnaud. Bon match avec les Bleus, bon vol derrière avec les Bleus puisque tu enchaînes jusqu'à Limoges pour la suite et toujours pas la fin de ces fenêtres de qualification à la Coupe du Monde. Iliane, merci beaucoup. À la semaine prochaine. C'est un plaisir sans cesse renouvelé. Yann, merci également. À la semaine prochaine aussi. À la semaine prochaine, bien sûr. À bientôt. Bye bye. À bientôt.